suis journaliste Investir Hebdo. Et c'est bon pour le son? Ouais. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette conférence consacrée aux opportunités d'investissement dans une zone euro endettée. C'est un sujet particulièrement complexe. Participeront à cette table ronde, tout à ma droite, Jean-Paul Bedbez, membre du Cercle des économistes, ancien membre du Conseil d'analyse économique, ancien directeur des études économiques du Crédit Agricole. Et je finis par le meilleur. Il est fondateur de Bedbez Conseil, une société dont le but est de parler d'économie dans les entreprises. À ma droite, Marc Touati, président fondateur du cabinet ACDFI et auteur de nombreux livres, dont le Dictionnaire de la dette, aux éditions du Terrifiant, oui, aux éditions du Moment. Il est aussi ancien directeur de la recherche économique de Natixis et ancien directeur général chargé de la recherche de Global Equities. À ma gauche, Patrick Legland, responsable mondial de la recherche de la Société Générale CIB. Auparavant, il a occupé des fonctions de haut niveau, notamment chez UBS, Warburg et BNP Paribas Capital Markets. Et il est également membre de la SFAF. Et complètement à gauche, M. Frédéric Motte, président de Focus AM, la société de gestion qu'il a créée en 2011. Il gère le fonds Focus Europa, lancé en 2005 et intégré dans la société récemment créée. Alors, dans un premier temps, nos intervenants vont faire une première intervention de 5 minutes. Jean-Paul Bedbez nous rappellera en quelques mots comment la crise souveraine s'est développée dans la zone euro. Marc Touati répondra à la question « Peut-on sauver la zone euro ?» Patrick Legland proposera une allocation d'actifs adaptée à cet environnement complexe. Et enfin, Frédéric Motte précisera ses pistes d'investissement pour l'Europe. Et ensuite, dans un deuxième temps, place au débat. Et dans un troisième temps, nous prendrons vos questions. C'est quand même l'essentiel, c'est de répondre vraiment à vos interrogations. Bien, Jean-Paul Bedbez, à vous la parole. Bonjour. Effectivement, la question qui nous préoccupe, c'est comment se désendetter sans mourir. Étant entendu que les grands pays développés sont surendettés, ils se sont rendus compte il y a quelques années et ils se posent la question du style comment faire pour se désendetter sans casser la croissance. Il y a deux solutions. Un, vous êtes américain. Deux, vous n'êtes pas américain. Si vous êtes américain, ben c'est pratique. Vous vous occupez de la dette privée et ensuite vous allez traiter la dette publique. Donc l'un puis l'autre. Pour traiter et faire baisser la dette privée, vous baissez les taux d'intérêt jusqu'à 0, vous baissez les taux d'intérêt à long terme jusqu'à 1 et quelques, vous faites baisser le dollar, vous faites baisser les salaires et vous faites baisser l'énergie. Donc aux États-Unis, vous faites tout baisser, ça marche, et puis bien entendu, ça permet à l'activité économique de repartir, et il vous reste à ce moment-là le problème qui est la dette publique, mais vous avez fait une énorme partie du travail. Donc privé puis public, taux d'intérêt court terme, taux d'intérêt long terme, dollar, salaire, énergie. Deuxième histoire, vous n'êtes pas aux États-Unis. Et vous dites, est-ce que je peux baisser les taux d'intérêt, est-ce que je peux baisser la dette privée, puis la dette publique? Et on vous répond non, il faut faire la dette privée, puis la dette publique, l'un et l'autre. Bon. Deuxième idée, est-ce que vous pouvez baisser les taux d'intérêt jusqu'à 0? On vous dit pas tout à fait, et on verra jusqu'où vous pouvez aller. Deuxième idée, est-ce que vous pouvez baisser les taux d'intérêt à long terme? On vous dit oui, si vous êtes parfait, non, si vous avez des problèmes, et donc vous avez des difficultés, évidemment, pour les pays les plus fragiles et qui sont par ailleurs encore plus endettés que les autres. 3, est-ce que vous pouvez baisser l'euro? On vous dit bien sûr que non, puisque le dollar veut baisser, il faut bien quelque chose qui monte, et ce sera vous. Quatrième idée, est-ce que vous voulez baisser le prix de l'énergie? Quelqu'un vous dit bien sûr que non, puisqu'il faut respecter la nature. Et donc, il vous reste une cinquième façon de vous ajuster, qui est la baisse des salaires. La baisse des salaires a commencé en Grèce, s'est développée en Espagne, s'est développée en Italie, et est en train de frapper à nos portes en France, sous des formes plus élégantes, hein, qui sont la moindre indexation des revenus, l'allongement de la durée du travail, etc., etc. Mais c'est une baisse des salaires. Donc voilà où nous en sommes. Dans cette situation où vous devez faire en Europe la dette privée et la dette publique,
où vous ne pouvez pas baisser suffisamment les taux d'intérêt à long terme, où l'euro ne baisse pas, loin s'en faut, et où l'ajustement porte fondamentalement sur les salaires, vous vous doutez bien que la croissance avec la demande interne est assez faible et que vous avez une morosité économique et une morosité sociale. Ceci, bien entendu, est là pour durer, ce qui fait que la croissance, il n'y en a pas, et ce qui fait que la croissance, il n'y en aura pas. Dans cette situation-là, comment faisons-nous? Comment allons-nous faire? Vous savez, donc, il y a toute une série de questions sur la politique monétaire, sur la banque centrale, sur l'union bancaire, etc., etc. Mais tout ceci, à mon avis, est du second ordre par rapport aux stratégies de reprise, aux stratégies de sortie de crise. Comment faisons-nous pour avoir de la croissance? Comment faisons-nous pour avoir des entreprises plus profitables? Comment faisons-nous pour avoir des entreprises qui prennent plus de risques, qui investissent davantage, qui innovent, qui sont donc le Mittelstand de demain? C'est ça la question que laisse à mon petit camarade. Merci. Merci Jean-Paul. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de vous rencontrer pour certains d'entre vous. C'est toujours un plaisir. Évidemment de parler d'économie et de finances. Alors bon, la question est-ce qu'on peut sauver la zone euro? On peut toujours sauver la zone euro, mais c'est vrai que malheureusement, plus le temps passe, plus ça devient effectivement très difficile. Donc c'est l'objet de mon dernier livre, le dictionnaire terrifiant de la dette. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans quelques mois, en France, la dette publique va atteindre 100% du PIB. C'est la troisième fois seulement que ça s'opère depuis la Révolution française, et la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et à chaque fois ça s'est évidemment mal terminé. Donc ce qui veut dire que bien entendu, on a aujourd'hui ce problème fondamental qui est que nous avons une dette publique pas seulement élevée, mais qui s'auto-alimente, qui devient extrêmement dangereuse. Alors pourquoi elle s'auto-alimente? C'est très simple, c'est que depuis 6 ans maintenant, dans quasiment tous les pays de la zone euro, chaque année, on n'a même pas assez de croissance économique, même si on rajoute l'inflation, juste pour payer les intérêts de la dette publique. Ce qui veut dire que pour payer ces derniers, il faut encore s'endetter. Ce qu'on appelle la bulle de la dette. Vous voyez, ça s'auto-alimente. Dans le dictionnaire, à B comme bulle, c'est exactement ça. On a une bulle de la dette. Donc c'est ce qui fait que la dette, qui était à 60% du PIB il y a encore quelques années, donc qui était gérable, maintenant va bientôt atteindre 100% en France. Alors, deuxième problème, on va dire, regardez au Japon, ça atteint 240% du PIB, certes. Mais au Japon, la dette publique est détenue à 97-98% par les Japonais. Alors qu'en France, presque 70% de notre dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. Alors c'est vrai qu'au début on était content, ouais, les intérêts étrangers investissent chez nous, mais ça nous rend également dépendants finalement de ces investisseurs et donc du reste du monde. Donc tout l'enjeu effectivement est là. Pour sortir de la crise, la rigueur pour la rigueur n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit ce que nous faisons en France, d'augmenter les impôts, alors qu'on a déjà une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Je vous rappelle qu'aujourd'hui le poids des prélèvements obligatoires c'est 46% du PIB. Le poids des dépenses publiques, c'est 57% du PIB, enfin des niveaux stratosphériques qu'on n'a jamais effectivement connus, ni en France et même quasiment ni ailleurs. Et donc ce qui veut dire que de ce point de vue-là, aujourd'hui, augmenter encore ces impôts et cette dépense publique ne sera évidemment pas bénéfique, va aggraver la situation. Si j'augmente les impôts, je casse la croissance, donc ça fait augmenter le chômage, donc ça fait augmenter les déficits, donc la dette, et ainsi de suite. Vous voyez, la vraie difficulté aujourd'hui, elle est là. Le grand problème que nous avons en France, c'est qu'on confond assainissement budgétaire, parce qu'on doit assainir les dépenses publiques, et rigueur budgétaire, où là, évidemment, ce n'est pas du tout, je dirais, conforme à une situation économique. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas là. Pour sortir de la crise, Jean-Paul vient de le dire, et ça c'est vraiment l'enjeu, il faut restaurer la croissance. C'est ce que tout le monde a compris dans le monde, sauf nous. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on peut le dire, la crise est finie. Alors ce matin, effectivement, les marchés baissent parce qu'ils s'inquiètent de ce qui peut se passer en Chine ou ailleurs, un ralentissement un peu trop fort. Mais au niveau mondial, depuis maintenant 2010, on a à peu près 3,5% de croissance mondiale. Donc on peut dire effectivement qu'on a assez de croissance pour payer les intérêts de la dette, pour créer des emplois. Donc de ce point de vue-là, la crise est finie. Partout dans le monde, sauf en Europe et en France. Donc ce n'est plus une crise mondiale, c'est une crise européenne. Donc la question est de savoir comment on fait. Alors bien sûr, il y a des réformes structurelles à faire, ce qu'ont fait les Allemands par exemple il y a une dizaine d'années, que nous refusons toujours de faire aujourd'hui en France. Et d'ailleurs on a derrière des risques très graves au niveau du couple franco-allemand. Mais la seule arme qui nous reste aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, c'est l'arme monétaire. C'est-à-dire c'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce que font aujourd'hui les Japonais, ils ont enfin compris après 20 ans effectivement de déflation. Donc nous le seul moyen, c'est effectivement d'avoir un euro pas forcément faible, d'avoir un euro normal.
C'est-à-dire, on a un président normal, l'euro c'est pareil, il y a aussi l'euro normal. Donc d'avoir un euro autour des 1,15 $ pour un euro. Si on y arrive, alors là déjà on peut commencer à éteindre l'incendie. Et après, toutes les autres réformes, notamment, là je vais vous surprendre, la baisse des impôts, il faudra baisser les impôts en France si on veut s'en sortir, l'assainissement des dépenses publiques, la fameuse compétitivité, etc. Alors là, on réussit effectivement à restaurer la croissance. Et donc, si j'ai assez de croissance pour payer mes intérêts de ma dette et créer des emplois, je sors effectivement de la crise. Et là, à ce moment-là, on sauve donc la zone euro. Et donc, dernière étape du sauvetage de la zone euro, c'est effectivement une Europe plus fédérale, plus politique, qui est effectivement la condition sine qua non de la poursuite de la zone euro. Parce que ça, on le sait depuis le début. Si la zone euro n'est pas suivie d'une zone politique, d'un budget fédéral, d'une harmonisation des conditions fiscales et réglementaires, on ne peut pas sauver la zone euro. Et donc, effectivement, le risque, dans le dictionnaire que j'appelle le trou noir, effectivement, c'est la fin de la zone euro. Là, ça devient évidemment un cataclysme et une crise encore bien plus grave que celle qu'on connaît actuellement. Donc voilà un petit peu, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, des fois on me dit oui, qu'est-ce qui t'arrive, tu as fait un livre terrifiant de la dette, tu fais peur. Non, le but c'est de sensibiliser. Il faut sensibiliser pour réagir et derrière, effectivement, pour prendre les bonnes mesures et sortir de la crise grâce à la croissance, grâce aux mesures que je viens d'évoquer. Donc c'est possible, mais il faut avoir la volonté politique en France, en Europe, et malheureusement, nous ne l'avons pas encore suffisamment, notamment dans l'Hexagone. Mais bon, on va en reparler effectivement dans le débat. Voilà, j'ai tenu mes 5 minutes, ça va, je n'ai pas trop débordé, tout va bien. Patrick Leblanc, pour votre stratégie optimale. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer. Après, j'ai laissé exposés brillants de Jean-Paul et de Marc, finalement, quelle allocation d'actifs? Alors, où nous sommes aujourd'hui dans une sorte de contradiction. On a des perspectives économiques qui sont somme toute assez contrastées au niveau des régions, on reviendra sur ce point. En même temps, on a des investisseurs au niveau global, c'est-à-dire les grands fonds de pension de ce monde, les grands investisseurs qui sont en fait très peu investis en actifs risqués. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'on voit finalement de très grandes distorsions dans les valorisations, c'est-à-dire certains types d'actifs qui sont dans des valorisations extrêmes, mais aussi de très belles opportunités dans des classes d'actifs peut-être un peu oubliées. Alors on va essayer de regarder, on va essayer de faire un petit panorama sur finalement comment essayer d'avoir une allocation d'actifs la plus optimale aujourd'hui. Alors d'abord les actions américaines ont très fortement progressé, avec des niveaux de multiples qui sont élevés. N'oublions pas cependant que ce qui détermine la valorisation des actions, c'est la rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire des actions investies dans l'entreprise. Et là, ça a pas mal baissé pendant la crise, donc ça veut dire que quelque part, il y a peut-être encore un peu de potentiel, même si on est sur des niveaux assez élevés. Par contre, les actions européennes, en intégrant bien sûr tout ce que nos amis Jean-Paul et Marc ont indiqué, sont notamment dans les pays périphériques, en prenant l'hypothèse bien sûr de base que la crise ne viendrait pas à nouveau à s'aggraver, ce qui est bien sûr un préalable extrêmement important. On a au sein de la zone euro les actions qui sont somme toute assez intéressantes, les actions périphériques qui sont somme toute assez intéressantes, et après des classes d'actifs, c'est-à-dire par exemple sur les utilities, donc les producteurs d'énergie qui sont intéressants, toutes les valeurs financières qui sont encore très fortement décotées. Donc ça, c'est un premier élément. Alors deuxième point, que dire des marchés émergents? On a quand même un certain nombre de questions ou de doutes sur finalement ce qui se passe, notamment en Chine. C'est-à-dire à la fois, on a beaucoup de mal, alors je suis peut-être pas le seul, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe exactement sur l'économie chinoise. On a quand même un certain nombre de signaux assez inquiétants en termes de ralentissement. Ça veut dire que si la Chine venait à ralentir assez fortement, il y aurait quand même un impact important sur tous les marchés émergents, donc prudence sur les marchés émergents, donc c'est peut-être pas la classe d'actifs la plus optimum, et ça nous permet de faire la transition avec les matières premières, les commodities. La Chine, en gros, consomme 40% des matières premières mondiales. 40% des matières premières mondiales. Ça veut dire que si on retient l'hypothèse que la Chine est en train de ralentir, tout ce qui est lié aux matières premières continuera à baisser, finalement comme on l'a vu depuis maintenant quelques trimestres sans interruption. Alors on peut passer maintenant sur la partie obligataire. Dans un environnement où la courbe des taux va commencer à se redresser un peu aux États-Unis, c'est-à-dire que les taux longs progressivement vont remonter, ça n'est pas un environnement favorable pour les obligations, donc prudence sur les obligations d'État. Toute la dette d'entreprise, qu'on appelle dans notre jargon le high grade, le high yield, c'est-à-dire la dette soit un petit peu risquée des entreprises, ou plus de qualité, là aussi on a eu de très belles performances, donc prudence. Donc sur cette classe d'actifs, il faudrait réduire un petit peu. Et après, on peut
dirais, les classes d'actifs un peu fétiches des investisseurs comme l'or, par exemple, eh bien l'or était monté sur trois raisons simples. La peur du risque systémique, c'est-à-dire la peur finalement que tout s'effondre. Deuxième point, le risque d'inflation, c'est-à-dire le fait que les banques centrales impriment finalement trop de monnaie. Et puis troisième point, les taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire en fait des taux d'intérêt réels inférieurs à l'inflation. Le problème, c'est que ces trois éléments sont en train de s'inverser, c'est-à-dire que le risque systémique a quand même s'est fortement réduit. Deuxième point, l'inflation. Oui, les banques centrales ont créé de la monnaie, mais il n'y a pas de... Le crédit n'a pas été à l'œuvre. C'est-à-dire que la monnaie en circulation, elle n'a pas augmenté. Donc le risque, ça va même peut-être plutôt du côté de la déflation que de l'inflation. Et dernier point, si les taux d'intérêt ont tendance à remonter un petit peu aux États-Unis progressivement notamment, les taux d'intérêt réels passeront de négatif à positif. Tout ça est négatif pour l'or. Donc c'est une classe active sur laquelle nous sommes présents. Voilà, je dirais en synthèse ce que je voulais indiquer. Et je passe Merci. la parole. Frédéric Matt, aux pistes d'investissement européennes et françaises. Oui, bonjour. J'aimerais faire... Donc moi je suis spécialiste en action, donc c'est avec ce regard-là que je vous parle. J'aurais quelques observations à faire sur l'investissement en action dans la situation actuelle. La première chose qu'on observe, c'est que les crises dans l'histoire ont toujours ruiné les rentiers. À partir du moment où vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, et notamment à un État dans une crise, si on regarde, vous vous êtes toujours trouvé ruiné. Les seuls qui survivent aux crises, ce sont les propriétaires. Il y a deux façons de vous ruiner. On peut le faire à l'Argentine ou à la Russe, c'est-à-dire on dit écoutez, désolé, j'ai pas d'argent pour vous rembourser, je fais défaut. Ou on peut le faire à l'américaine et on va imprimer des billets. Donc, si on prend l'environnement actuel, je pense que d'être propriétaire aujourd'hui, c'est à la fois une bonne assurance contre la crise, si on peut parler d'assurance, et deuxièmement, si on regarde un petit peu plus long terme, ça peut même s'avérer être une bonne affaire. Pourquoi est-ce que je pense que le marché action pour les 10 prochaines années sera constructif et va bien se porter? Si on regarde toutes les institutions financières les plus grosses du XXe siècle, elles sont nées dans le besoin de l'homme au XVIIIe et au XIXe siècle qu'il avait de s'assurer contre le risque de mourir trop jeune. Donc vous êtes au XVIIIe, XIXe ou XXe siècle, vous vous dites si je meurs à 35 ans alors que je devais aller jusqu'à 70 ans, il faut que je me protège contre ça. Donc en fait, les plus gros investisseurs au monde protégeaient l'homme qu'il avait contre le risque de mourir trop jeune. Aujourd'hui, c'est en train de changer et on va voir que la plus grosse institution du 21e et du 22e siècle, c'est l'institution qui assurera l'homme contre le risque qu'il a de vivre trop vieux. Et ça vous fait une belle jambe d'être protégé contre le risque de mourir à 35 ans si vous vous retrouvez vivre jusqu'à 106 alors que tout était calculé pour que vous partiez à 76. Donc le seul moyen qu'ont les investisseurs justement de répondre à ce besoin, ce nouveau besoin qui arrive, c'est d'investir en actions. Si on regarde à plus court terme, on remarque qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, il y a trois éléments dans un facteur de production. Vous avez le travail, le capital et la terre. Donc les commodities, les capitaux et le travail. À chaque fois, la sortie de crise se fait sur le dos d'un des trois. En 1974, celui qui reste à terre, c'est le capital. Suite à la crise de 1974, les commodities performent très bien dans les années qui suivent et le taux de chômage reste très faible. Dans la crise de 90, le capital reste très bien traité. De 90 à 2000, on est dans un bull market. Le taux de chômage reste faible. Celui qui est à terre, ce sont les commodities. Le baril de pétrole, il est à 10 $ en 99. Aujourd'hui, le parent pauvre de la reprise, c'est le travail. Quelque part, moi, représentant le capital, je tiens le travail en otage. Je dis à ceux qui dirigent, aux banques centrales, écoutez, le seul moyen que vous avez de sauver celui qui n'a pas de job, c'est de relancer la machine. Le seul moyen que vous ayez, c'est d'imprimer de l'argent. Et moi, le capital, je vais être bien traité. Donc, je pense que si on regarde d'être propriétaire à moyen, c'est un bon moyen de se protéger contre les crises. À plus long terme, je pense qu'il va y avoir une reprise du risque de par les gros investisseurs dans le monde. Et qu'à court terme, le capital devrait rester bien traité. Je terminerai juste sur un dernier point. En fait, depuis 6-8 mois, il y a une espèce de consensus qui fait qu'on est certain que c'est la fin du monde. Il y a la moitié qui pense que la fin du monde va venir de la déflation, un scénario à la japonaise, et l'autre moitié qui se dit que la fin du monde va venir de l'inflation. Donc si on regarde les primes
payées par les investisseurs pour se protéger contre la déflation ou se protéger contre l'inflation, elles sont à des plus hauts historiques. Quand vous achetez de l'or à 1800 $ l'once, c'est que vous voulez vous protéger contre de l'inflation. Et ce à quoi on a assisté récemment, c'est que si vous êtes protégé contre l'inflation, que vous avez raison que c'est la fin du monde mais qu'elle viendra de la déflation, vous êtes mort. Si vous êtes protégé de la déflation en achetant de l'emprunt d'État allemand à 1%, que c'est la fin du monde mais qu'elle vient de l'inflation, vous êtes mort. Donc en fait, la voie du milieu qui consiste à dire que c'est pas la fin du monde, que le monde a déjà connu des crises comme ça, et qu'on va juste être propriétaire de boîtes qui ont la capacité à passer les hausses de prix en cas d'inflation et qui résistent un petit peu en cas de déflation, ça me paraît être un risk-reward intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour lancer le débat, j'aimerais quand même avoir des précisions. Comment relancer la croissance dans la zone euro alors qu'on a des taux d'intérêt qui sont franchement à des niveaux quasiment nuls? On a un problème de confiance, les ménages ne consomment pas, les entreprises n'investissent pas. Donc que doit faire la BCE? Elle doit se prendre comme modèle la Banque du Japon? Alors, je sais pas, tu veux dire... Bon, non, rapidement, moi je pense qu'effectivement il y a plusieurs enjeux. Déjà, il faut bien prendre conscience aujourd'hui de la gravité de la situation. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est une crise et autres, sans parler de fin du monde. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, le vrai danger de la zone euro, c'est plus seulement l'absence de croissance, c'est le chômage. On a un taux de chômage aujourd'hui de plus de 12% dans la zone euro, 11% en France, et un taux de chômage des jeunes, si on prend évidemment la Grèce, l'Espagne, on est à quasiment 60% de taux de chômage des moins de 25 ans, et en France, on est à 27%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même urgence. C'est pas simplement on a le temps, on peut prendre des mesures de long terme, comme on le fait aujourd'hui simplement en France en disant non mais la croissance va revenir, vous voyez, c'est une sorte de méthode Coué, c'est bien beau, il faut prendre des mesures radicales. Donc, les mesures radicales, on les connaît, c'est les mesures comprises, que ce soit la Banque centrale américaine ou dernièrement la Banque du Japon. Donc la BCE devrait être encore plus active. C'est vrai qu'elle ne peut pas faire de planche à billets de par ses statuts, mais il faudra là aussi y remédier. On doit avoir un euro plus faible, au moins un 15 $ pour un euro qui est une monnaie normale pour éteindre l'incendie, et après effectivement on redémarre, et là on arrive à générer de la croissance. Mais là dans le contexte actuel, alors c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle qu'on a évoquée à l'instant qui était les marchés des matières premières. Comme les matières premières sont faibles, ça va quand même permettre de limiter les pressions inflationnistes et donc de donner du pouvoir d'achat. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. On a également au niveau mondial une croissance qui est forte, mais le problème numéro un, c'est que malheureusement on a une devise beaucoup trop forte, et derrière, quand on voit effectivement sur cet hexagone, une politique économique structurelle qui, avec une pression fiscale trop forte, trop de rigidité sur le marché du travail, qui va limiter de facto effectivement la reprise. Donc voilà les solutions. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas le courage de les mettre en place. Jean-Paul Betbès, vous pensez qu'il faut faire baisser l'euro? Oui, d'abord, on a chacun un livre là, qui est en vente. Hein. Lui, il a sur la dette, et puis moi, j'ai la solution. Hein. Donc, la solution, c'est dans le mien, t'inquiète pas. Donc, ça s'appelle « Si ça nous arrivait demain », et le président Hollande, à la suite d'un miracle, devient courageux et signe avec Angela quelque chose qui est en rapprochement avec l'Allemagne, où chacun va renforcer ses spécificités, la France et les services vis-à-vis de l'industrie, et puis tout ceci allant vers l'Allemagne, vers un système fédéral. Ça veut dire qu'en fait, on a effectivement des interrogations de court terme, et je revois ce que vous disiez sur les problèmes de très long terme. En réalité, les mécanismes de crise, c'est effectivement qu'on est englué dans l'absence de vision. Et pour sortir de la crise, on peut attendre le second semestre, hein, on peut attendre la reprise des autres, etc., etc. Le second semestre, ça n'a pas marché, et la reprise des autres, ça va nous embêter. Donc c'est pas comme ça. Mais le fait de ne pas avoir de perspective est effectivement quelque chose qui fait que l'on est par construction court-termiste. Tout à l'heure, vous parliez des problèmes de santé, donc il y a effectivement des problèmes de santé, des problèmes donc vieillissement de la population, des problèmes d'énergie, des problèmes de nouveaux systèmes de transport, de nouveaux systèmes de travail. Il y a en réalité devant nous toute une série de perspectives, mais elles ne sont pas mises en œuvre, mises en scène. Autrement dit, on est englué dans le présent par incapacité de se projeter. Et il peut y avoir un commissariat européen au plan, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Mais les entreprises également doivent parler beaucoup plus net et beaucoup plus fort sur la façon dont elles veulent soigner, dont elles veulent habiter, dont elles veulent faire des automobiles, etc., etc. Donc ce que je pense, c'est qu'on est en train, à l'heure actuelle, je finirai là-dessus, de reconstruire d'une certaine manière les conditions de départ, c'est-à-dire les profits. Hein, donc
Fondamentalement, il y a des profits, simplement il y a de la liquidité, mais tout ceci, c'est également une conséquence, enfin une espèce d'élément d'incertitude et d'inaction. Il faut qu'il y ait ailleurs, il faut qu'il y ait ici des perspectives. Et on voit que le monde est en train de changer, bien sûr, qu'il y a, quand vous voyez les innovations aux États-Unis, quand vous voyez des innovations en France aussi, hein, il y a toute une série d'éléments, mais en quelque sorte, ce n'est pas suffisamment porté par le corps social. Par exemple, vous pouvez regarder le ministre à l'heure actuelle du redressement productif, MRP en français, essayer de mettre en place, par exemple, j'ai vu une petite télé hier sur des nouveaux systèmes qui sont des hydroliennes, des chaises ou des fauteuils qui sont extrêmement légers pour les avions et qui économiseraient du fuel. Tout ceci est extrêmement important, mais tout ceci pour le moment ne fait pas sens. Autrement dit, d'une certaine manière, pour sortir en quelque sorte de la crise du court terme, il faut que nous ayons une vision, même vague, du long terme. Et pour le moment, on n'a pas ça. Et les actions, c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut se loger. Et la façon de répondre à ces questions de très long terme, pour le moment, en Europe, on n'a pas nous donné suffisamment de pistes. Et je pense que c'est le rôle des entreprises, à mon avis, de parler plus haut, plus fort sur la façon dont elles veulent faire le futur. Alors, je reviens à mon idée fixe. Est-ce que la BCE doit piloter une baisse de l'euro comme la Banque du Japon a fait baisser le yen de 30 ou 40%? Ça n'a aucun effet. À l'heure actuelle, vous baissez les taux d'intérêt, bon, très bien, hein, et cet argent s'entasse. Cet argent s'entasse et il va à la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne se dit peut-être que pour qu'il ne s'entasse pas chez moi, je pourrais avoir des taux d'intérêt négatifs. Tout ceci, c'est pour faire peur, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire que cette liquidité qui est en c'est l'inquiétude. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas quoi faire, vous dites je vais garder cet argent-là. Okay, cet euro en plus est à 1,29, cet euro résiste, cet euro il y a une inflation à et quelques. Donc d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que la liquidité? C'est l'idée que l'on a d'idées sur rien. Et c'est pas parce que vous baissez vos taux d'intérêt que vous donnerez des idées aux gens. Okay, donc il faut bien donner des pistes. Alors je veux bien que baisser les taux d'intérêt, qu'avoir des taux d'intérêt négatifs, c'est un aiguillon du style tirez-vous, mais tirez-vous pour aller ailleurs. Pour faire quoi? Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, les dernières statistiques françaises montrent un ralentissement fort du crédit, et du crédit aux entreprises, en particulier aux PME. Bon, alors on peut dire que c'est la faute des banques. Fondamentalement, non. Les entreprises sont en train de réduire leurs investissements par inquiétude sur leurs projections. Donc d'une certaine manière, les taux d'intérêt aujourd'hui, la politique monétaire aujourd'hui, ça aide, hein, ça fait toute une série d'éléments pour expliquer que ça n'a pas explosé. La Banque Centrale Européenne a empêché l'explosion de l'Europe, mais ce n'est pas elle qui fait une politique économique, ce n'est pas son boulot. La politique économique, elle est faite par les entreprises. Non, mais justement, là, au niveau de l'euro, je termine un petit point pour pas me donner besoin, mais c'est vrai que c'est important. La baisse de l'euro n'est pas uniquement liée à ce que peut faire la BCE, on l'a vu au Japon, c'est une décision qui est politique. Donc le problème qu'on a numéro 1 en Europe, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre nous, ce qu'on veut en France, ce qu'on veut en Italie, ce que veulent les Allemands de l'autre côté. Donc tant que nous, les Français, on ne fera pas des efforts, les Allemands diront non. Enfin, diront nein, du moins. Mais si on veut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, enfin, du moins dans leur bière, parce que bon, c'est plutôt ça, en Allemagne, bah, il faut qu'on fasse des efforts. Et d'un point de vue, effectivement, de l'avenir, c'est évident que le moteur de la croissance dans nos pays riches, c'est pas simplement un euro fait le plat. Je dis ça, c'est juste pour éteindre l'incendie. Le moteur de la croissance dans nos pays riches,